Bienvenue dans Euronews Soir, votre journal d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce vendredi 26 juillet. L'Europe respire à nouveau grâce à une baisse des températures, mais de nombreuses perturbations ont été enregistrées dans les transports. Nous consacrerons une large partie de ce journal aux conséquences de cet épisode de forte chaleur. Dans l'actualité également, les tractations en Espagne au lendemain de l'échec de Pedro Sánchez. Quel scénario politique se dessine désormais? Décryptage dans ce journal. Et puis en Tunisie, le président du Parlement a été nommé chef d'État par intérim au lendemain de la mort du président Essebsi. Des élections anticipées auront lieu mi-septembre. On terminera ce journal avec la découverte d'un os colossal en France, un fémur de dinosaure de 2 mètres et 400 kilos retrouvé dans des fouilles en Charente. Je vous le disais en titre, nous consacrons ce soir un grand dossier à la canicule qui a touché une large partie de l'Europe ces derniers jours. Après des records de chaleur, place à la baisse des températures. Mais des perturbations ont été enregistrées dans les transports ferroviaires, notamment dans le Thalys et l'Eurostar. Annelise Fantino. En France, les passagers ont dû s'armer de patience à Paris, dans ces halls de gare saturés. La canicule et son lot d'avaries techniques sont venus s'ajouter au départ en vacances. Le trafic a été fortement perturbé ce vendredi sur des lignes internationales. Pas de Thalys ni d'Eurostar au départ ou à l'arrivée de la gare du Nord une partie de la matinée. Des lignes qui habituellement desservent Londres, Lille et Bruxelles. Côté belge, ces voyageurs ont dû aussi quitter leur train bien loin de leur point d'arrivée. Ce qui est étonnant, ce sont les moyens utilisés pour sortir du train. On est sorti d'une voiture par une rampe, puis en traversant des planches métalliques et en descendant un escabeau comme ceux que vous avez dans le jardin pour couper des arbres. En cause, l'interruption de l'alimentation électrique dont les causes restent à préciser. La SNCF évoque un câble électrique souterrain qui aurait pris feu. À la mi-journée, le trafic a commencé à revenir à la normale de manière progressive. Cette semaine déjà, les pics de chaleur ont mis à rude épreuve le réseau ferroviaire, notamment en Belgique. Ce jeudi, la SNCF avait demandé aux usagers de reporter leur voyage en raison des conditions climatiques exceptionnelles. J'ajoute que des orages violents ont eu lieu dans plusieurs départements de France ce soir. Le réchauffement climatique bouscule la nature et perturbe ses cycles naturels. Les glaciers fondent à vue d'œil, les incendies de forêt spectaculaires sont de plus en plus fréquents. Les explications de Christelle Pétron-Gary. Des incendies sans précédent dans des zones extrêmes de la planète. C'est l'une des conséquences du réchauffement climatique, mais aussi l'une de ses causes. Partons maintenant aux États-Unis, voir comment certains essayent d'œuvrer contre le réchauffement climatique. 4 constructeurs automobiles de renom ont conclu un accord de principe avec l'État de Californie pour réduire volontairement les émissions de gaz à effet de serre de leurs véhicules. Une initiative saluée par plusieurs associations écologistes. Quand des constructeurs automobiles s'entendent pour moins polluer. Ça se passe en Californie. Ce sont 4 poids lourds qui ont décidé de s'allier pour contrer l'administration Trump. Ford, Honda, Volkswagen et BMW, en accord avec l'État de Californie, vont réduire volontairement les émissions de gaz à effet de serre de leurs véhicules. Washington souhaite en effet détricoter les objectifs fixés par Barack Obama et priver l'État de l'autorité nécessaire pour lutter contre le changement climatique en définissant ses propres normes. Certains des constructeurs associés à cet accord occupent une place prépondérante dans le monde, notamment Volkswagen, Honda et BMW. Ils respectent donc déjà certaines normes en matière d'émissions et d'économie de carburant. La Chine et l'Europe en particulier ont une longueur d'avance sur la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. L'accord concerne 2026 et impose une réduction moyenne des émissions de CO2 de 3,7% chaque année. Les nouveaux modèles devront atteindre une consommation équivalente à environ 4,7 litres au 100 contre 6,3 en vigueur actuellement. En Tunisie, Mohamed Ennaceur est le nouveau visage du pouvoir. Le chef du Parlement a pris les rênes du pays au lendemain de la mort du président Béji Caïd Essebsi. Des funérailles nationales seront célébrées demain, en présence notamment du président français Emmanuel Macron. Joanne Massar. Quelques heures après la mort du président tunisien Béji Caïd Essebsi, le leader du Parlement, Mohamed Ennaceur, a pris ses fonctions de président par intérim lors d'une cérémonie précipitée.
Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Tunisie, de respecter sa constitution et sa législation, de sauvegarder ses intérêts et de respecter sa loyauté. En vertu de la constitution tunisienne, il devrait assumer la présidence pendant 45 à 90 jours, en attendant qu'une nouvelle élection soit organisée. Les Tunisiens ont exprimé leurs condoléances après le décès du président Essebsi, premier dirigeant démocratiquement élu du pays, décédé jeudi à l'âge de 92 ans. Le gouvernement tunisien a déclaré 7 jours de deuil. Les funérailles de l'homme d'État sont prévues samedi. Je vous le disais hier, en Espagne, Pedro Sánchez n'a pas obtenu la confiance des députés. Quel scénario se dessine désormais? De nouvelles élections législatives sont-elles inévitables? Ce seraient les 4e en 4 ans. Élément de réponse avec Joan Massard. En Espagne, faute d'accord avec Podemos, Pedro Sánchez échoue à obtenir la confiance des députés. Mais cet échec de l'investiture de Pedro Sánchez comme Premier ministre ne signifie pas nécessairement qu'il y aura des élections anticipées. Conformément à la Constitution, le roi entamera une nouvelle série de consultations avec les dirigeants des partis politiques représentés au Parlement en vue de proposer un candidat à la présidence du gouvernement. Le plus probable serait de réélire le président sortant, le socialiste Pedro Sánchez, dont le parti a remporté facilement les élections le 26 avril dernier et qui a déclaré jeudi dans une interview télévisée qu'il voulait réessayer. Quel que soit le candidat choisi par Felipe VI, il devra se soumettre à un vote d'investiture avant le 23 septembre. Si ce n'est pas le cas, le monarque dissoudra le Parlement et convoquera des élections générales en novembre. Une nouvelle période de contact et de négociation s'ouvre ainsi dans les coulisses. Les pourparlers qui ont eu lieu ces derniers jours entre le PSOE et le groupe de gauche Podemos ont laissé un goût amer dans les rangs socialistes. Mais y a-t-il d'autres options? Fernando Vallespine, analyste politique, répond. L'autre possibilité est que l'un des grands partis de droite s'abstienne. Je ne l'exclurai pas dans le cas des conservateurs traditionnels, le Parti populaire, parce que, dans un sens, c'est un échec du système politique dans son ensemble. Si nous allons vers de nouvelles élections en novembre, ce serait dramatique pour le système politique espagnol. Il faut se rappeler qu'il y a eu 3 élections générales au cours des 3 dernières années. Avoir à faire face à une 4e serait non seulement un échec du système, mais aussi d'une génération entière de politiciens. Une génération qui représente le peuple espagnol et qui, en fin de compte, doit tenter de trouver des compromis. Un mot de tourisme en cette période estivale. Le site de Tchernobyl attire de plus en plus de curieux. Notre journaliste ukrainienne Natalia Lyubchenkova a suivi un homme qui vivait à Pripyat avant la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Des années plus tard, il revient sur les lieux de son enfance. Écoutez le récit d'Etanadji. Après une longue marche au milieu de cette forêt de Pripyat, Luka aperçoit le bâtiment où il vivait avec sa famille. C'est la première fois qu'il revient ici depuis la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Il retrouve une ville fantôme. Elle est située à seulement 2 km du réacteur qui a explosé en 1986. Selon les scientifiques, le désastre a laissé une zone de 30 km inhabitable les 20 000 prochaines années. Né à Kiev, Luka a vécu à Pripyat jusqu'à ses 10 ans. Mais l'endroit est méconnaissable car la nature a repris ses droits. Il hésite pendant quelques instants, puis reconnaît l'entrée et la fenêtre de son ancien appartement. Je me rappelle de tout, rien n'a changé. Mais je me demande en voyant tout ça, comment un bâtiment comme celui-ci a pu rester debout dans cette forêt. C'est un sentiment incroyable. Aucun membre de sa famille n'est revenu dans la région. Et c'est en visiteur que Luka et son ami sont là. Toute la zone s'est transformée en un site touristique pour étrangers. La zone d'exclusion de Tchernobyl a été ouverte aux visiteurs au début des années 2000, après la fin des travaux dans le réacteur nucléaire. Depuis, le tourisme n'a cessé d'augmenter ici.
Depuis 2010, Tchernobyl rencontre un immense succès auprès des touristes. Chaque année, environ 30 000 personnes se rendent sur le site. Et la diffusion de la série HBO Tchernobyl n'a fait qu'augmenter cet engouement. Les réservations sont en hausse de 40%. Les tour-opérateurs ukrainiens se frottent les mains. Ils espèrent que le site entrera un jour au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les agences proposent de nombreuses activités aux visiteurs, notamment de passer jusqu'à 2 jours dans la zone d'exclusion. Radar Dougain est l'un des lieux préférés car personne ne sait que c'est ici et beaucoup de gens sont surpris de l'apercevoir. Et bien sûr, Pripyat, parce qu'il est difficile d'imaginer que c'était une ville avant qu'elle ne se transforme en jungle. C'est une forêt maintenant. Voilà pourquoi c'est le site le plus impressionnant pour les visiteurs. Les guides touristiques assurent que les niveaux de radiation pour les touristes seraient équivalents à passer 1 heure dans un avion. Des détecteurs sont installés à la sortie et aucune personne n'est autorisée à quitter la zone tant que les appareils ne donnent pas leur feu vert. Et puis cette grosse pagaille dans les aéroports espagnols et italiens en ce week-end de vacances. Plusieurs compagnies sont en grève. Les précisions d'Anis Fantini. Du côté de l'Espagne, un week-end compliqué s'annonce pour les voyageurs qui ont prévu de transiter par Barcelone. Une grève de la compagnie Iberia va toucher l'aéroport catalan lors de ces 2 jours de chasse et croisée qui comptent parmi les plus importants de l'année. Le personnel dénonce une surcharge de travail et demande une hausse des effectifs permanents pour y faire face. Près de 2700 employés au sol dont dépend directement l'activité de près des 2/3 des compagnies qui opèrent dans l'infrastructure, soit 27 au total. Vueling a dû annuler plus d'une centaine de vols au départ et à destination de Barcelone ce vendredi en raison du mouvement social. Les discussions qui se sont tenues ces 2 dernières semaines entre les représentants du personnel et la direction n'ont pas permis de sortir de l'impasse et les répercussions sur le trafic aérien pourraient prendre une toute autre ampleur. Plus d'1 millier de vols pourraient être affectés. Un service minimum devrait permettre de maintenir 1/3 des vols intérieurs et plus de la moitié des vols internationaux. « 2 mètres de long pour 400 kilos. Les mensurations de cet os de dinosaure retrouvé en Charente sont impressionnantes. Et malgré ses 140 millions d'années, son état est impeccable. On voit ça avec Malia Coutan. C'est ce qu'on appelle tomber sur un os. Mais cette fois-ci, c'est bel et bien vrai. À Angeac-Charente, petite commune française située près d'Angoulême, une équipe de paléontologues a fait une incroyable découverte. Enfoui depuis près de 140 millions d'années, un fémur fossilisé de dinosaures vient d'être déterré. La réputation de ce site de fouilles archéologiques n'est plus à faire. En 10 ans, environ 7000 pièces et 70 000 fragments ont été mis au jour, permettant ainsi de répertorier une 40aine d'espèces sur le site. À Angeac, déjà, le premier fémur, c'était une découverte très importante. Et là, j'ai surtout été bluffé par la qualité de préservation de ce fémur. Mais la récente découverte est d'autant plus incroyable que le fémur en question a été déterré entier. Mesurant 2 mètres et pesant près de 400 kilos, l'ossement est colossal. Selon les spécialistes, il appartiendrait à l'espèce du sauropode, un dinosaure pouvant faire jusqu'à 30 mètres, ce qui en fait l'un des plus grands animaux jamais apparus sur Terre. On termine ce journal avec une exposition mode à Los Angeles. La grande maison de luxe française Louis Vuitton fête ses 65 ans et retrace le parcours de ses collaborations les plus emblématiques. Quand Louis Vuitton pose ses balles à Rodeo Drive, c'est une immense exposition mode consacrée aux collaborations artistiques de la maison française à l'occasion de son 165e anniversaire. Dans son immeuble en plein cœur de Beverly Hills, Vuitton célèbre certains de ses succès emblématiques comme le sac Capucine. Pourquoi ne pas regarder, explorer, profiter et être éduqué par une entreprise, une marque que vous connaissez déjà personnellement? Vous avez un sac, vous avez un portefeuille, homme ou femme, peu importe. Ça va être un moment agréable, en même temps éducatif, beau, c'est génial. À l'intérieur des 10 salles, plus de 180 créations issues des archives de la maison de luxe. Sacs, flacons de parfum, robes côtoient les collaborations avec Karl Lagerfeld, Manolo Blahnik, Cindy Sherman ou encore Zaha Hadid.
L'exposition Louis Vuitton X, c'est jusqu'au 15 septembre à Los Angeles. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Christelle Pétron-Garry à cette même place. Je vous souhaite un très bon week-end, à bientôt.